Bonjour à tous, aujourd'hui petite introduction par rapport à mon témoignage. Alors pourquoi est-ce que je fais cette introduction? C'est parce que vous allez voir que lors de mon témoignage, je remercie Johan et Jean-Philippe, mais je ne parle pas de Michael ni de Boris, tout simplement parce qu'au moment où j'ai tourné mon témoignage, je ne savais absolument pas que j'allais avoir Michael et Boris dans les témoignants. J'en profite d'ailleurs pour les remercier grandement, c'était très enrichissant, non seulement leur témoignage, mais aussi toute cette petite aventure autour de la reconversion professionnelle. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. Je vous laisse visionner mon témoignage et je vous donne déjà rendez-vous demain pour une vidéo qui vous expliquera comment calculer votre coût horaire, donc comment déterminer le coût de votre main-d'œuvre à facturer au client selon votre situation. Voilà, j'espère que cette petite semaine de vidéos sur la reconversion professionnelle et sur les témoignages des différents intervenants vous aura plu. Moi, ça m'a plu de travailler ce sujet et de permettre à tout un chacun peut-être d'avoir une vision plus claire sur les possibilités ou non de se reconvertir. Allez, je vous dis déjà à demain. Bonjour à tous, bien voilà, dans cette petite série de vidéos concernant la reconversion professionnelle, c'est à mon tour, c'est à mon tour de jouer le jeu et de répondre aux questions comme Jean-Philippe l'a fait et comme Johan l'a fait, donc c'est parti, je m'y mets de suite. Donc la première question c'est: qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie et as-tu eu un déclic? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à changer de vie? Tout simplement, comme vous le savez, j'étais à l'armée auparavant. J'étais chez les paras et puis j'ai eu un accident en détraite qui a fait que j'ai été déclaré inapte par un commando. Je me suis retrouvé dans une unité qui était moins combattante, où j'ai appris et j'ai rencontré d'ailleurs des gens extraordinaires. C'était vraiment une ambiance assez sympa, mais je ne me sentais plus à ma place en tant que militaire et donc j'ai décidé de me reformer et de retourner vers mes premiers amours qui étaient le travail du bois. Donc j'ai suivi 4 années de formation et puis voilà, je me suis lancé dans ce domaine parce que je ne me sentais plus là où je devais être et j'avais envie de faire d'autres choses. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai changé de vie, tout simplement parce que j'ai toujours été dans le sens où je devais me sentir bien. Donc je me suis jamais forcé à travailler ou en tout cas à faire quelque chose que je ne voulais pas. Alors, je vais essayer de passer à la suivante. Alors, question suivante. Alors, pourquoi le bois dans tous ses états? Alors, le bois dans tous ses états, c'est tout simplement parce que quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, je savais que je voulais tout faire dans le bois. Et un jour, j'étais dans le local de break à la maintenance à Amé et je cherchais un nom, le nom de mon entreprise, en expliquant que je voulais que ça représente voilà, tout ce qui était en bois, etc. Et c'est Alain Guil, pour ne pas le citer, je suis pas certain, je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais sait-on jamais, qui était mon parrain, donc à Amé, à l'armée, qui a lancé ça, le bois dans tous ses états, et j'ai trouvé ça génial parce que je me dis, mais oui, en fait, c'est exactement ce que ça représente, c'est-à-dire que je veux travailler le bois dans tous ses états, donc aussi bien faire des poivriers, que de faire des biques, que de faire des escaliers, que de faire des portes, poser du plancher, faire des maisons en saturbois, faire du mobilier, donc vraiment tout ce qui est en bois. Et ça va bientôt faire 17 ans que je suis à mon compte et ça fait 17 ans que je fais tout. Et je me souviens qu'au début, on m'avait dit « Ouais, non, il faut absolument que tu te spécialises dans un domaine, soit tu places au châssis, soit tu places aux portes, soit tu places au parquet, soit tu fais du mobilier, soit tu fais de l'ossature-bois. Mais si tu fais tout, tu vas te planter, tu ne saurais pas tout maîtriser. » Et en fait, voilà, ça va faire bientôt 17 ans et je suis toujours debout et je suis toujours aussi passionné par la diversification de mes activités parce que je ne voudrais pas me focaliser que dans l'ossature-bois, je ne voudrais pas me focaliser que dans l'ameublement. Voilà, j'aime bien tous les secteurs et c'est ça que je trouve génial dans ce métier, c'est que on sait utiliser le bois pour tellement de choses que je trouve ça magnifique. Voilà pourquoi le bois dans tous ses états.
quelles sont selon toi les conditions à remplir pour réussir sa reconversion? Alors, les conditions à remplir pour réussir sa reconversion, en fait, disons que c'est assez compliqué dans le sens où c'est un échange ou plutôt une communication à avoir avec son entourage parce que ça n'implique pas que soi. Alors si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'attache familiale, là évidemment c'est votre choix, mais quand vous êtes en couple, etc., c'est important d'en discuter pour pouvoir sentir l'atmosphère qui régit. Si vous avez des problèmes financiers ou pas par exemple, c'est peut-être pas le bon plan. Maintenant, les conditions à remplir, c'est déjà étudier quand même son projet, être certain de ce qu'on veut faire et avoir une vision déjà à long terme de ce qu'on souhaite faire pour pouvoir avancer, avoir un certain capital financier, parce qu'il ne faut pas se mentir, et avoir évidemment le bagage technique pour pouvoir le faire. Alors si vous avez l'intention de vous reconvertir, formez-vous dans tous les domaines, que ça soit au niveau comptable, parce que c'est un des points les moins gardés, ou en tout cas les moins étudiés, et pourtant c'est un des facteurs qui fait souvent foirer le truc avant le côté technique. Voilà. Alors, est-ce que j'ai été aidé par des organismes officiels? Non, pas du tout. Je me suis renseigné sur les formations qui existaient à l'époque pour pouvoir obtenir son diplôme. Et puis, je me suis lancé. J'avais la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté avec l'armée. Et donc, je me suis lancé tout seul. Non, aucune aide de ce côté-là. Alors, selon moi, quels sont les organismes à rencontrer? Peut-être déjà l'UCM ou le guichet d'entreprise, donc les caisses d'allocation sociale qui pourront déjà vous renseigner sur quelles charges vous allez payer par rapport à votre entreprise. Peut-être aussi demander conseil chez un notaire qui pourra vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients d'une société par rapport à votre situation, parce que moi, je suis en personne physique et ça me convient très bien par rapport à ma situation, mais d'autres personnes préféreront être en société. Ensuite, il y a des organismes comme les couveuses d'entreprise, comme on dit, donc pour les plus jeunes et pour les personnes qui voudraient se reconvertir, il y a aussi ce système-là. Et puis, pour le reste, je ne vois pas trop vers quel organisme officiel se tourner pour être aidé. En tout cas, en Belgique, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations et pas assez de communication sur les organismes qui peuvent aider les gens à se lancer. Voilà, tout simplement. Alors, pour moi, quels sont les prérequis intellectuels ou techniques? Alors, les prérequis techniques, évidemment, pour mon secteur en tout cas, sans diplôme et sans formation solide, honnêtement, c'est compliqué. Soit il faut avoir travaillé déjà dans une entreprise en tant que manuel et donc avoir déjà pas mal de techniques et avoir un bagage technique pour pouvoir se lancer. Et au niveau intellectuel, je dirais bien, il faut quand même essayer de comprendre tout ce qui est comptabilité, etc. Il faut aussi pouvoir comprendre le souhait du client, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué dans le sens où quand vous allez chez un client et qu'il vous demande de remettre prix sur quelque chose, il faut évidemment comprendre ce que le client demande. Donc il faut avoir une forme d'empathie par rapport à ça, c'est-à-dire comprendre tout ce que le client vous demande et essayer justement de rentrer dans les clous par rapport au budget qu'il souhaite. Donc au niveau intellectuel, c'est plutôt ce point-là qui je pense est intéressant, c'est d'avoir une certaine empathie par rapport au client, savoir retranscrire sur
papier ce que le client vous a demandé et pouvoir calculer un budget qui vous semble correct pour le client et pour vous gagner sa vie. Donc voilà, si vous ne correspondez pas déjà à ces critères-là, ça risque d'être compliqué parce que vous pouvez être un excellent ouvrier, savoir travailler de vos 10 doigts et savoir faire ce qu'on vous demande de faire, mais par contre, peut-être que si vous n'arrivez pas à comprendre quand les gens vous demandent quelque chose à réaliser ou que vous manquez d'imagination, dans mon domaine en tout cas, je pense que c'est assez compliqué de réussir et d'aller au-delà, quoi. Alors, avais-tu un capital de départ? Penses-tu que ce soit indispensable? Alors, concernant le capital, oui, moi j'avais un capital de départ, donc comme je le disais, j'étais à l'armée auparavant, donc j'avais mis un peu d'argent de côté, j'étais aussi indépendant avant, donc j'ai pris 5 000 € de mes économies, je les ai mis sur un compte professionnel et j'ai considéré que c'était mon point zéro, d'accord? Donc avec ça, en plus, étant donné que je m'étais formé avant en cours du soir et que ça a pris 4 ans pour me former, j'avais déjà investi un petit peu dans l'outillage, donc j'avais déjà une combinée cette opération, j'avais déjà quelques outils électroportatifs et j'ai directement acheté des machines de qualité, donc j'ai directement investi dans du Festool, donc j'avais une Capex, j'avais une scie circulaire de chez Docla TS55 je pense, j'avais une cloueuse à gaz puisque j'avais déjà commencé dans l'ossature bois au départ, donc voilà. En termes de capital, oui, c'est important d'avoir quand même une certaine somme d'argent en plus du matériel, parce que si vous débutez sans rien et que vous n'avez pas du tout de matériel non plus, ça risque d'être compliqué. Faire un financement, vous le verrez quand j'expliquerai le coût horaire, vous allez vite vous rendre compte que vous risquez de péter les plafonds en termes de coût main d'œuvre, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose à réfléchir, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé des nouveaux clients et comment est-ce que j'en trouve? Alors, au départ, c'est un peu comme tout le monde, je crois, c'est les amis qui vous demandent de faire un petit travail, puis c'est un autre qui vous demande de faire ceci, cela. Et donc, au final, on a la chance d'avoir des photos et puis vous avez votre entourage qui parle de vous un petit peu à gauche, à droite parce qu'ils sont contents de voir que vous êtes lancé dans un domaine. Et puis, vous décrochez un premier client que vous ne connaissez pas. Donc moi en l'occurrence c'était Monsieur Bolly, pour ne pas le citer, et où j'ai fait des aménagements dans son grenier, etc. Et puis c'est parti comme ça, j'ai commencé à prendre des photos de ce que je faisais, que je postais sur Facebook, et puis de bouche à oreille, le client était content, donc il a parlé de moi, et c'est comme ça que ça s'est lancé tout doucement. Alors aujourd'hui, comment est-ce que je trouve de nouveaux clients? En fait, c'est plutôt les clients qui viennent vers moi, soit parce qu'ils ont vu les photos sur Facebook, soit de bouche à oreille, et je crois que le meilleur marketing qui soit, c'est justement le bouche à oreille. Si vous travaillez correctement, finalement on parlera de vous autour de vous, et puis les gens reviennent, voilà. Alors je n'ai jamais vraiment été à la recherche de nouveaux clients. J'ai fait faire un site internet, donc au départ j'avais fait un site internet moi-même, et puis après j'ai fait faire un site internet pour avoir un peu plus de visibilité et que ça soit un peu plus professionnel. Ça marche pas mal aussi. Il y a pas mal de gens qui viennent à travers le site internet. Donc voilà, c'est une piste aussi à creuser, avoir un site internet de qualité, quoi. Voilà. Alors ça c'est une bonne question. Donc comptes-tu sur YouTube pour avoir un revenu, et quelle est la proportion? Alors moi aujourd'hui je commence un petit peu à gagner de l'argent de YouTube, donc je pense que je suis entre 500 et 600 € par mois, ce qui n'est pas mal du tout, hein.
Maintenant, est-ce que je compte sur YouTube pour gagner ma vie? Pas du tout. Je l'ai dit depuis le début, en fait YouTube c'est récréatif, même si aujourd'hui je m'applique beaucoup plus. Donc en termes de proportion, je crois qu'aujourd'hui je suis facilement à un quart de mon temps consacré à YouTube. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que doucement, il y a une proportion qui bascule un peu plus vers YouTube parce que j'aime ça. J'aime partager non seulement ma vie d'artisan et puis aussi des informations techniques, permettre à d'autres personnes peut-être d'évoluer et de se lancer vers l'artisanat, et c'est justement le but de ces vidéos. Alors, est-ce que je vais continuer moi dans ce sens-là? Oui. Donc je vais continuer à accentuer le côté YouTube. Maintenant, est-ce que je vais compter sur YouTube pour gagner ma vie? Non. Parce que j'ai justement l'intention de mettre des choses en place que j'avais déjà mises auparavant, c'est-à-dire faire un atelier partagé et faire des formations chez moi. Alors c'est pas demain que ça va se faire, puisqu'il faut mettre les choses en place, et puis deux, comme vous le savez, je viens de me réengager sur 3 ans avec Benoît, donc voilà, je me laisse 2 à 3 ans pour mettre les choses en place, tout en continuant YouTube, et YouTube va en effet prendre encore plus de place dans mon environnement. Voilà. Alors, comment gères-tu l'argent de l'entreprise? En fait, moi, c'est tout simple. J'ai un compte professionnel où tout se passe. Donc, j'ai mes entrées, mes sorties, tout va sur le compte professionnel. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir très peu de charges puisque ma maison est payée. Et donc, qu'est-ce que je fais? Quand je vois que mon compte privé commence à devenir un petit peu à sec, on va dire, je me reverse un petit peu d'argent. Donc voilà un petit peu comment je gère l'argent de l'entreprise, puisque comme je suis en personne physique, en fait, je n'ai pas spécialement de revenus particuliers à me verser à heure fixe ou autre. Donc je prends l'argent quand j'en ai vraiment besoin. Et comme je suis quelqu'un qui vit très 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 simplement, je me verse très peu d'argent. Et voilà, donc je suis soit dans l'atelier, soit dans mon bureau ou soit au Pays Basque. En gros, c'est un petit peu ça ma vie, et on dépense très très peu, je suis très peu matérialiste, quoi. Voilà. Alors, comment gères-tu la TVA? Alors, la TVA, c'est très simple, donc il y a une vraie balance qui se fait. Moi, j'ai des tableurs, en fait, livre d'entrée, livre de sortie, et je dois faire une déclaration trimestrielle. Donc, c'est ma comptable qui s'en occupe. Mais avec ces tableurs, je sais justement tous les trimestres, en faisant ma balance d'entrée TVA et sortie TVA, je sais directement si je vais devoir rembourser la TVA à l'État ou si c'est l'État qui va devoir me rembourser la TVA. À savoir que moi, je fais quand même pas mal de chantiers dans des bâtiments existants, donc qui sont considérés comme de la rénovation à partir de 10 ans, et donc il y a 6% de TVA qui est facturé au client dans ce cas-là plutôt que 21%, mais par contre les marchandises, elles, je les achète à 21%, donc j'ai souvent 15% de TVA en balance, et c'est souvent l'État quelque part qui me doit de l'argent. D'accord. Donc voilà comment je gère la TVA, je sais le voir en fait sur mes tableurs Excel, tout simplement. Alors, as-tu un logiciel de gestion ou un tableur bien particulier? Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je fais tout sur Excel, que ce soit mes factures, que ce soit mes livres de compte. J'ai investi il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus exactement, dans un logiciel qui m'a coûté un pont. Je me suis fait former par Prozifit, pour être tout à fait honnête. Je n'ai pas peur de parler d'eux. Je vous les déconseille d'ailleurs parce que la formation a été bâclée. Preuve en est, j'ai jamais utilisé le logiciel. Je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. Dès que vous voulez redemander un renseignement, ils vous demandent de payer 150 balles ou 75 balles, et donc en fait voilà, c'est de la vente à la vente, c'est un logiciel enfin très 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 déçu. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des tableurs Excel que je vais vous présenter d'ailleurs dans les vidéos qui vont arriver, que je vais d'ailleurs mettre en vente pour 10 €, donc c'est vraiment une modique somme, mais on a bossé dessus, en fait j'ai bossé dessus ici pendant quelques jours
pour les affiner justement pour les plus jeunes qui se lancent et pour la France. Donc comme ça, vous pourrez aussi utiliser ce type de tableur, enfin si vous voyez que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Donc oui, moi je suis plutôt tableur Excel que logiciel de gestion. En tout cas, je suis très déçu du logiciel que j'ai acheté et surtout de la formation que j'ai reçue. Alors, comment calcules-tu ton taux horaire? Là, je vais vous dire, je sors une vidéo qui va arriver concernant le calcul du taux horaire, mais en gros, je fais le calcul de toutes mes charges, donc qu'elles soient privées et professionnelles, d'accord? Les professionnels hors TVA et les charges privées TVA comprises, donc assurance, carburant, nourriture, les financements éventuels, des loyers, enfin toutes les dépenses que j'ai à faire sur une année. Et puis je le divise par le nombre de jours réellement prestés, donc qui sont en général entre 200 et 220 en fonction si vous avez des ouvriers, pas des ouvriers et de votre structure. Et ensuite je divise ça par 8, donc qui correspond à une journée. Donc en Belgique c'est 8 heures une journée, c'est 8 heures de travail. Et donc là j'arrive à avoir mon coût horaire. Voilà, tout simplement. Alors, quand est-ce que je décide d'investir? Tout simplement, j'ai un projet particulier. Donc, je vous donne un exemple. Quand j'ai débuté, on m'a commandé une cuisine équipée en chaîne pour des gens à Esneux et je n'avais pas encore le système LR32. Et je me suis dit, écoute, ce serait quand même intéressant pour faire toute la multitude de trous pour les étagères, comme c'était quand même une belle petite cuisine, d'investir dans cet appareil qui m'aurait fait gagner un temps énorme, parce qu'à l'époque, j'avais encore un simple gabarit avec des trous, je devais percer encore individuellement à la main, etc., à les tracer à l'équerre, etc. Et donc, j'ai fait le ratio, en fait, entre le gain de temps que j'allais avoir sur ce chantier-là, les éventuels chantiers qui allaient arriver, et le coût de l'outil. Donc si le coût de l'outil me fait gagner au moins la moitié du temps par rapport au chantier que j'ai à faire, j'investis. Quand j'ai acheté la Maffel et le système Lignatool pour faire mes queues d'aronde, ça a été pareil, c'est-à-dire que j'avais tout un chantier en ossature bois à faire où tout était en gîtage avec assemblage sans sabot métallique. Et donc pareil, j'ai fait le ratio. Est-ce que j'aurais d'autres chantiers derrière et est-ce que ça allait me faire gagner un temps, etc., etc. Et donc j'ai investi là-dedans. Donc en fait, il faut juste réfléchir si le coût de l'outillage vous fait vraiment gagner beaucoup de temps et si ça sera réutilisé à long terme en vous permettant de l'amortir à court terme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, plutôt que d'investir, me dire, oui, ça sera amorti en 4 ou 5 ans par rapport au chantier. Moi, j'aime bien que quand j'achète l'outil, il soit quasiment remboursé en termes de chantier, au moins dans l'année, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Alors, les machines indispensables, moi, je vais tout simplement vous dire comment j'ai commencé. Donc, j'avais une scie circulaire sur rail, Festool, j'avais une scie sauteuse, j'avais 2 défonceuses, une défonceuse sous table et une défonceuse manuelle, d'accord? Et j'avais une petite combinée, mais ça c'est pas indispensable. Une raboteuse dégauchisseuse, oui. Donc c'est-à-dire que si vous avez déjà une raboteuse dégauchisseuse, une bonne scie circulaire, une bonne scie sauteuse et une bonne défonceuse, vous savez déjà faire énormément de choses. Alors, il y a les visseuses, évidemment, hein, je vous passe l'outillage basique, c'est-à-dire les ciseaux à bois, un ou 2 rabots à main, une ponceuse correcte, d'accord? Mais si vous avez la possibilité d'acheter une combinée, faites-le. Mais pour débuter une activité, dans la menuiserie, ce que je vous ai énuméré est suffisant si vous faites beaucoup de chantiers. Si maintenant vous décidez de faire de l'atelier, alors là c'est une autre histoire, parce que vous allez devoir être rentable en termes de prix et donc vous avez besoin de machines, outils qui vous permettent de gagner du temps. Il vous faut au minimum une scie sous table ou une panneauteuse, il vous faut une scie toupie, quoi, je veux dire scie toupie et raboteuse dégauchisseuse pour pouvoir avancer et avoir un certain rendement, plus l'outillage que j'ai énuméré avant, une bonne ponceuse, etc. Ça, c'est les outils indispensables. Par exemple, moi, une scie à ruban, j'en ai une, elle a seulement 3 ou 4 ans.
Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée. Il y a des outils qui ne sont pas indispensables pour vous lancer et qui paraissent indispensables dans le domaine de la menuiserie. Mais tout ce qui est voilà, électroportatif, etc., il y a des choses vraiment très intéressantes. Foreuse à colonne, pareil. Moi, la foreuse je crois que j'ai travaillé pendant 4 ans sans avoir une perceuse à colonne. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des possibilités de se passer d'outillage et puis de s'équiper petit à petit, mais il y a vraiment un minimum à avoir en termes d'outillage de qualité, parce que si vous achetez des outils de bas de gamme, on va dire, ou de moyenne gamme, si vous vous retrouvez sur un chantier à 30 ou 40 km de chez vous et qu'elle tombe en panne, je peux vous assurer que vous l'avez mauvaise, quoi. Ok ? Alors, est-ce que j'ai des logiciels informatiques indispensables au bon fonctionnement? Alors oui, j'ai Excel. Déjà, j'ai Excel, Word, j'utilise très peu, mais Excel pour moi c'est un logiciel indispensable. Et aujourd'hui, j'ai un logiciel que j'utilise quasiment tous les jours, c'est SketchUp. Donc Excel et SketchUp pour moi sont deux logiciels pour lesquels je ne saurais pas me passer. J'ai évidemment ma boîte mail, mais qui n'est pas un logiciel à proprement dit. Donc ça, c'est vraiment deux logiciels pour moi qui sont totalement indispensables et pour lesquels je ne saurais pas me passer aujourd'hui, en effet. Alors, est-ce que j'envisage d'autres logiciels aujourd'hui? Pas particulièrement. Si, peut-être que je vais acheter Final Cut. Donc là, je l'ai en version d'essai, mais c'est plus pour, voilà, pour me faciliter la tâche en termes de montage vidéo. Aujourd'hui, je fais les montages vidéo sur iMovie, donc ça n'a même rien à voir avec l'entreprise. C'est plus pour mon plaisir personnel et surtout pour partager sur YouTube, tout simplement, essayer d'améliorer un petit peu les montages. Sinon, est-ce que je veux envisager? Non, mais j'ai un logiciel qui ne me semble pas indispensable, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité auparavant, mais que j'ai acheté pour me faire gagner du temps. C'est un logiciel pour faire les escaliers. Donc moi j'ai acheté Stair Designer Pro qui me permet voilà, de gagner beaucoup de temps, par exemple quand je dois fabriquer un escalier car tournant. Les escaliers droits, je les dessine encore sur SketchUp. Je vais plus vite sur SketchUp finalement que de les faire sur Stair Designer. Par contre les escaliers car tournant, voilà, je ne m'amuse plus à faire les épures et puis le calcul de la herse, etc. comme j'ai fait dans le tuto. Maintenant, aujourd'hui, j'utilise le logiciel qui me fait gagner quand même pas mal de temps, quoi. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je l'ai déjà dit dans une ou l'autre vidéo en live, je suis sans limite. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai envie de commencer un truc et que je suis à fond dedans, je m'y consacre à fond. Donc, il n'y a pas de proportion famille, boulot. En fait, je vis tout à fond. Donc, ma famille subit ça. Et je pense que beaucoup d'indépendants subissent ça, en tout cas, famille d'indépendants. C'est-à-dire que si vous cherchez un équilibre, en fait, finalement, entre votre vie privée, votre vie professionnelle, vos clients, etc., je ne suis pas certain que voilà, ça fonctionne réellement, parce que il faut consacrer une très très grosse proportion de son temps à son activité professionnelle pour qu'elle fonctionne. La semaine des 4 jours ou la semaine des 4 heures de Tom Ferriss, oui, c'est très bien, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pendant 2 ans ou 3 ans, il a certainement bossé pendant 12 heures par jour pour mettre en place tout ce qu'il a fait pour pouvoir travailler 4 heures aujourd'hui. Donc voilà, il faut toute proportion gardée. Dans un premier temps, il faut bosser comme un malade. Si vous ne bossez pas comme un malade, l'argent ne tombe pas du ciel et voilà, donc il faut être très investi. Après, rien ne vous empêche de travailler en famille. Donc là, vous pouvez passer du temps en famille et profiter de vos proches, justement, par rapport à l'entreprise, etc. Mais moi, ma proportion aujourd'hui, je pense que ça doit être 90% boulot et 10% famille, ou 85% boulot et activité, hein, parce qu'il n'y a pas que le boulot. J'ai des passions comme l'apiculture. Voilà, je me suis un peu passionné pour YouTube, on va dire, aujourd'hui, etc. Et donc, au final, il y a peut-être 15%, 85%, quoi. Voilà, ça, c'est un petit peu la proportion. Alors, quelles sont les qualités et exigences selon toi pour réussir de l'artisanat? Alors, les exigences, déjà, c'est avoir les compétences techniques, d'accord, fonction du domaine dans lequel vous allez travailler.
Et ensuite, comme je le disais déjà auparavant, c'est vraiment avoir de l'empathie par rapport à sa clientèle et par rapport aux gens qui vous contactent. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se mettre à la place de la personne pour le servir au mieux et comprendre son besoin. Si vous n'arrivez pas à comprendre le besoin de votre client, vous pouvez avoir tout l'or du monde dans les mains, mais vous n'arriverez jamais à satisfaire celui-ci. C'est-à-dire que si le client imagine que vous allez lui faire un dauphin en bois avec une certaine forme et puis qu'au final vous lui amenez un requin, je suis pas sûr qu'il sera content. Voilà, c'est vraiment un exemple à la con, mais certainement même très mauvais, mais il y avait que ça qui me venait à l'esprit. Mais voilà, donc en gros c'est un peu ça l'idée. Et puis être passionné par son métier, avoir l'envie du travail bien fait, le détail, le souci du détail, ça c'est important dans l'artisanat. Je crois que c'est ça qui fait la différence en fait entre un bon artisan et un moins bon artisan finalement. C'est justement ce souci du détail et se tracasser du souhait du client. Voilà, c'est vraiment ça. Étudier ses projets aussi avant de les créer. Et alors, quand un client vous demande quelque chose, c'est directement tout de suite pouvoir imaginer comment on va le réaliser, comment on va s'y prendre, quel type d'assemblage on va utiliser, quelle méthodologie, etc. C'est des choses qui doivent se faire naturellement. Voilà, pour moi, c'est ça les qualités d'un bon artisan. Alors, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais là, c'est celles qui me viennent sur le moment. Ah, on arrive à la fin des questions. Alors, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Non, vraiment pas. Je ne regrette pas grand-chose dans ma vie aujourd'hui. Voilà, j'étais libraire quand j'en ai eu marre. Ben voilà, on a remis la librairie. On a fait une plus-value, je suis rentré à l'armée, ça s'est bien passé, voilà, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait à l'armée. Et aujourd'hui, je suis content de ce que je fais. Et petit à petit, voilà, je me suis réintéressé aussi à l'apiculture, donc je bifurque en partie vers l'apiculture, en partie vers l'atelier partagé, même si voilà, j'ai un planning déjà très très chargé et donc j'ai déjà beaucoup de choses de signer, etc. Donc c'est difficile de ralentir les activités comme je le souhaiterais, mais j'ai déjà énormément ralenti puisque avant je n'aurais jamais eu le temps de faire des vidéos comme je le fais aujourd'hui. Donc non, je ne regrette rien et je referai probablement les mêmes choses. Bon, beaucoup de choses évoluent, par exemple avec société, personnes physiques, etc. Donc est-ce que je me serais mis en société? Je ne sais pas. C'est peut-être la seule réflexion que j'aurais à avoir, mais d'un autre côté non, parce que, mais ça je l'expliquerai plus tard, en fait quand on est en société finalement rien ne nous appartient, etc. Donc c'est peut-être le seul truc auquel j'aurais réfléchi, et peut-être un seul regret. Oui, en effet, c'est d'avoir engagé du personnel en tendant la main et puis finalement avoir ce même personnel qui vous chie dans l'autre, en fait, voilà, tout simplement. Et que les choses soient bien claires, je ne parle pas de Louis, parce que c'est pas du tout le cas. Je parle d'autres personnes, voilà, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Voilà, c'est le seul regret. Avec le recul, si j'avais su, j'aurais jamais engagé d'ouvrier de cet acabit-là. Voilà, tout simplement. Allez, dernière question. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, quel serait-il? En fait, ça peut se résumer en une seule phrase. En fait, vivez vos rêves plutôt que de rêver votre vie. Ça paraît tout con, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que plutôt que de rêver à quelque chose, etc., vivez-le. Donc ça veut dire mettez les choses en place pour y arriver. Donc réfléchissez à ce que vous souhaitez réellement faire, réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en œuvre pour y arriver, et soyez justement carré par rapport à ça.
et voyez loin, suffisamment loin, entre 5 à 10 ans par rapport à votre entreprise. Réfléchir à si vous voulez plutôt une petite structure, une plus grosse structure, et surtout faire ce qui vous plaît. C'est-à-dire, il y a toujours des côtés négatifs dans une entreprise, mais il faut faire quelque chose qui vous plaît et pour lequel vous vous levez tous les matins avec la banane. Voilà. Ben voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, que ces réponses vous conviendront. Moi, j'ai apprécié me plier à ce petit jeu, et puis d'autres vidéos arrivent sur la reconversion professionnelle, sur comment calculer son coût horaire, comment calculer ses impôts, ses charges sociales, etc. J'ai fait pour la Belgique et pour la France. Tout ça arrive, on a pris quand même beaucoup de temps pour faire les choses bien. Il y aura des tableurs de gestion qui vous seront proposés, etc. pour vous faciliter la tâche et pour justement voir si vous êtes dans les clous pour lancer votre activité. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!